notez bien vos questions parce qu'on va avoir la séquence des questions juste après. Et puis merci d'avoir tenu le timing. Donc, du coup, on continue avec Shafik Azal de Eco2 Initiative. On va parler maintenant d'impact dans la restauration parisienne. Bien, bonjour. Donc, je me présente, Shafik Azal. Je fais partie d'un bureau d'études qui s'appelle Eco2 Initiative, que j'ai cofondé il y a 14 ans. Et notre métier, c'est justement l'évaluation environnementale. Donc, ça fait des années qu'on travaille sur les impacts des activités humaines sur l'environnement. Et on s'est intéressé très particulièrement à la partie alimentation, comme le disait Arnaud Leroy en préambule. Le transport, les bâtiments, l'énergie, c'est des choses qui sont très bien comprises dès qu'on parle de changement climatique. Sur l'alimentation, il y a évidemment plein d'autres enjeux, mais c'est quand même un impact important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on a choisi de travailler très particulièrement sur ce sujet, aussi bien avec le domaine agricole, l'agroalimentaire ou la restauration. Et on a créé également un projet qui s'appelle Étiquetable, peut-être que vous en avez entendu parler, qui s'adresse également aux consommateurs. Donc on essaye vraiment d'approcher l'ensemble des enjeux. Ce dont je vais vous parler maintenant, juste en préambule, on a constaté en tout cas une demande d'information et de plus grande transparence sur ces thématiques environnementales de la part des consommateurs, mais aussi aujourd'hui de la part de l'ensemble de la société. En même temps, il y a des besoins pour faire une transition alimentaire. À partir du moment où on va changer un peu nos habitudes alimentaires, il va falloir apprendre à cuisiner, à revoir un peu toute la structure qui fait que notre alimentation est ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle soit économique, politique, réglementaire, culturelle, etc. Il y a plein de choses qui font que ce n'est pas si évident de changer. Et puis, dès qu'on parle des professionnels, il faut également pouvoir prendre en compte de nouveaux indicateurs typiquement environnementaux qu'on ne prenait pas jusqu'à maintenant. Et donc, il y a des besoins de pilotage. Et aussi, il faut marier des choses un peu différentes. Donc, le projet dont je vais vous parler maintenant se passe en restauration collective scolaire. Et donc, il y a des prescriptions déjà nutritionnelles qui existent. Et là, on est venu rajouter voilà, une contrainte environnementale. Juste pour rappel, en restauration collective, alors ça vaut pour l'alimentation de manière générale, mais dès qu'on regarde les impacts sur l'environnement de l'alimentation, à 93%, ça c'est le résultat d'un bilan carbone qu'on a réalisé pour la ville de Paris sur sa restauration collective scolaire, 93% des impacts dépendent des aliments dans l'assiette. Donc voilà, tout ce qui se passe en cuisine ou dans les transports reste minime par rapport à vraiment le contenu de l'assiette. Donc si on veut travailler sur ces impacts, il faut directement travailler sur l'assiette. Le projet que je vais vous présenter là, c'est un projet concret. Donc là, je ne suis pas dans le domaine de la recherche, mais de l'opérationnel. Et a été réalisé avec la ville de Paris, donc avec les cantines scolaires parisiennes. Et on a pris comme postulat de dire, ce qui est un peu nouveau, on va travailler vraiment avec comme objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans la restauration collective. Il y a beaucoup de choses qui se font sur la restauration collective. On introduit du bio, de l'alimentation durable, on travaille sur le gaspillage alimentaire. Enfin, tous ces sujets sont déjà pris, je dirais, vraiment à bras-le-corps par tous les acteurs. Mais il y a très peu de gens qui se disent bon, ben, on va travailler vraiment sur l'impact en gaz à effet de serre de l'alimentation. Alors c'est quelque part un peu étonnant quand on sait l'enjeu aujourd'hui du changement climatique qui est également l'agriculture et l'alimentation est un des premiers éléments vitaux dont on a besoin et qui subit ce changement climatique. Donc c'est quand même un sujet très important. Donc on a voulu prendre ça comme point central, évidemment en prenant en compte les autres aspects. Donc toujours travailler sur la part des achats durables, donc des produits locaux, des produits de qualité, bio, label, etc. Les circuits courts également pour l'aspect social. Et évidemment en garantissant l'équilibre nutritionnel des repas. Donc on s'est fixé ces trois contraintes en même temps, mais avec cette nouvelle contrainte qui est les émissions de gaz à effet de serre. Et on s'est dit, bon, tout ce qui n'est pas mesuré, ben, en fait, on n'arrive pas à travailler dessus. Donc on va partir de chiffres. Le bilan qu'on avait fait montrait un impact carbone moyen du repas, donc dans les cantines parisiennes, de 1800 grammes de CO2.
Donc ça, c'est l'impact par repas donc en 2018. On a pris les chiffres de l'ADEME, de la stratégie nationale bas carbone, des objectifs pour atteindre les 2 degrés. Et on s'est dit, voilà, en 2030, il faudrait que l'impact moyen d'un repas soit à 1100 grammes de CO2. C'est à peu près divisé par 2 cette empreinte. On s'est donné un objectif pour se donner une vision. Voilà, si on ne fait pas ça, on ne sait pas où on va et on ne sait pas comment faire. Donc on s'est mis ça comme objectif. Donc ce que je vais vous présenter là, c'est vraiment concrètement ce qu'on a fait dans le domaine. Et après, je vais parler un peu plus évidemment d'étiquetage et d'affichage. Donc on a travaillé sur 2 caisses des écoles dans le 9e et le 10e arrondissement à Paris. Donc on a mené ce travail avec les équipes des caisses des écoles et avec une association qui s'appelle Bioconsommateurs, qui travaille également sur le développement et la sensibilisation au bio pour le grand public et les acteurs professionnels, et un formateur qui s'appelle Gilles Davot, qui est un formateur en cuisine pour la restauration collective. Et ce projet a été soutenu par l'ADEME, donc l'ADEME Île-de-France, depuis le début. Alors ça a commencé au mois d'octobre, novembre 2018. On a commencé par faire un état des lieux, on a rencontré les différents acteurs, on a discuté avec eux, on a essayé de comprendre un petit peu leurs problématiques. On a partagé les freins et ce qui pouvait être fait. Et depuis la fin de l'année 2018 jusqu'à aujourd'hui, le projet est encore en cours, on a organisé des groupes de travail, je vais rentrer un peu plus dans le détail. On a travaillé sur les menus, on a travaillé avec les nutritionnistes, avec les équipes qui forment les menus. On est intervenu dans les écoles auprès des enfants. On a fait des formations pour les cuisiniers. Et on a obtenu un certain nombre de résultats. Alors, si je fais un focus, parce que c'est un peu le sujet de cette matinée, l'originalité du projet, comme je vous disais, c'était de partir de chiffres et de se donner des outils de suivi et de mesure. On a développé un outil qui permet, donc c'est un petit logiciel très simple, qui permet de renseigner le plan de menu, donc c'est un Excel, de caractériser les composantes des repas de manière très simple. On ne fait pas des ACV complètes, mais on va indiquer les typologies de plats qu'on va mettre dans le menu. Et l'outil va calculer automatiquement tout un ensemble d'indicateurs environnementaux et nutritionnels. Et il va nous donner des informations, des chiffres sur les plats. Alors ça ressemble un peu à ce qu'a montré tout à l'heure Laurent sur l'expérience sur les cantines. Donc si on fait un focus sur cet outil, donc vous voyez là, on a les journées de la semaine, on rentre tous les repas, les entrées, les plats, etc. Et puis on a un traffic light qui va s'afficher sur l'impact carbone de chaque plat. Donc c'est par plat, puis par repas, puis également agrégé par semaine ou par cycle de 20 repas. Donc à chaque fois, il y a des moyennes qui sont faites. Donc là, vous voyez par repas, et puis vous avez l'empreinte moyenne et un traffic light par jour. Et donc ça permet comme ça, tout de suite, visuellement, aux concepteurs du menu de voir où est-ce qu'ils peuvent éventuellement faire des améliorations, soit sur un plat, soit sur une journée, soit sur un cycle de 20 repas. Le changement, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on ne dit pas tel plat est bon et tel plat est mauvais, le plat est mauvais, on ne le met pas dans le menu. Là, on est sur un régime alimentaire. Donc, on peut vraiment faire des arbitrages sur 20 repas. Et donc, on peut, par exemple, dire, ben voilà, tel plat a un impact important, et donc on va pas en faire 6 fois sur un cycle de 20 repas, mais on va en faire 4. Et tout de suite, on va obtenir des résultats et des diminutions. Et donc, c'est très intéressant parce qu'on reste... on ne fait pas de révolution, si vous voulez, dans les habitudes, etc. Et c'est très rassurant également pour les équipes de travailler de cette manière. Mais avant, elles n'avaient pas du tout cette vision. Avec cet outil, qui est un outil d'affichage au final, et d'étiquetage, on mettait ça dans les mains des nutritionnistes et des équipes qui travaillent sur les menus, et eux-mêmes composaient leurs menus avec ces informations supplémentaires. Et ce qui est original aussi, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas du tout, parce que souvent, il y a des gens qui travaillent sur la nutrition, il y a des gens qui travaillent sur l'environnement, même les ministères, chacun travaille un peu de son côté.
Et aujourd'hui, il est grand temps, si on parle d'alimentation, de faire se rejoindre les deux. On a parlé du Nutri-Score. C'est une très très belle avancée. Si demain on doit faire un affichage environnemental, il faut absolument que ces deux dimensions se parlent, puisque de toute façon, quand vous faites un achat ou quand vous voulez manger, la dimension santé, la dimension environnement ne sont pas dissociées, même dans les arbitrages. Et donc, en ce qui concerne la restauration collective, c'était très simple. On a des prescriptions nutritionnelles qui sont obligatoires. Il faut, sur un cycle de 20 repas, respecter un certain nombre de règles nutritionnelles. Et donc, on a intégré en même temps dans le même outil des outils de contrôle sur la partie nutritionnelle. Donc ça, c'est un autre onglet de l'outil. Donc en même temps qu'ils peuvent changer les aspects environnementaux, ils peuvent toujours vérifier qu'en termes de nutrition, sur les obligations nutritionnelles, on est toujours dans les clous. Donc voilà, c'est un outil de suivi qui permet de jouer sur différentes dimensions. Et donc on a fait tous les 2 mois un groupe de travail lors de la conception des menus. Et à chaque fois, ils venaient avec leur menu et ils le retravaillaient avec cet outil. Au bout d'1 an, on a réussi à obtenir 20% de réduction de l'empreinte moyenne par repas. 20%. Sans toucher aux règles nutritionnelles. Sans changer des choses drastiques dans la manière dont ils fonctionnaient. Mais uniquement avec des optimisations. Le remplacement. Alors, ils ont un peu travaillé sur les grammages, par exemple, sur certains produits. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient diminuer un petit peu les grammages de viande. Ils n'avaient pas fait attention, mais ils étaient au-dessus des recommandations. Et donc, ils ont baissé de 10 grammes sur des portions. Ils ont retravaillé la répartition des plats. Et voilà, au bout d'1 an, on arrive à réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre. C'est déjà la moitié du chemin pour 2030. Alors, imaginez si toutes les collectivités de France arrivaient à faire ça en 1 an. Voilà, je veux dire, par rapport à tous les objectifs qu'on se fixe en termes de changement climatique, ça vaut mieux que tous les discours et toutes les obligations réglementaires. Voilà sur ce sujet. Merci. Peut-être Shafik et Laurent pourraient rester là du coup pour les questions, parce que maintenant on a un peu de temps pour la séquence de questions avec ces 2 exposés qui nous montrent. Je trouve qu'on a déjà de la matière, on a des résultats intéressants sur les indicateurs, sur des opérations concrètes en restauration. Donc maintenant la parole est à vous. Voilà, si vous avez des questions, donc voilà. Bonjour, moi j'ai une question sur la formation des cuisiniers à cet outil, puisque à la fin vous avez écrit, j'ai plus le nom, mais tant de cuisiniers ont été formés, comment vous les avez formés, sensibilisés à utiliser cet outil, parce que mine de rien, Excel ça peut être un peu compliqué pour des personnes qui n'utilisent pas au quotidien. Alors oui, je n'ai pas précisé, mais l'outil n'est pas utilisé par les cuisiniers, vous avez raison. C'est pas eux qui travaillent sur la conception du menu, les cuisiniers, ils vont cuisiner. Donc les formations pour les cuisiniers, c'était des formations de cuisine. Donc vraiment, et là c'était par exemple sur des nouvelles techniques de cuisine, comment cuisiner les légumineuses, les céréales, comment réduire par exemple les grammages de viande en intégrant un peu plus de... Parce que par exemple, dans la ville de Paris, il y a 1 jour de plat végétarien par semaine. Et donc, on se rend très vite compte que le plat végétarien, soit il n'est pas bon nutritionnellement, soit il n'est pas bon au goût, parce que tout simplement, on n'est pas habitué à travailler de cette manière-là. Et donc, il a fallu expliquer aussi des nouvelles manières de cuisiner tous ces repas pour les rendre justement complet nutritionnellement et en même temps agréable à manger. Et donc c'était ça la formation des cuisiniers. Donc l'Excel, effectivement, c'est plutôt pour les agents et les nutritionnistes. D'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup. J'ai trouvé vraiment l'outil d'aide à la décision qui agrège à la fois les aspects nutritionnels, les aspects environnementaux particulièrement pertinent, et d'autant plus pertinent que c'est au niveau du régime alimentaire que vous l'avez fait sur au moins 1 semaine. C'est vraiment, je pense que c'est vraiment ça qu'il faut viser. Et du coup, ma question, c'est comment vous envisagez éventuellement de pouvoir passer de ça à effectivement l'agrégation des aliments que devra faire un consommateur à la maison, ou même s'il a les étiquetages,
il faut qu'ils refassent cette gymnastique-là. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des choses possibles qui puissent être adaptées à partir de ce que vous avez fait, vous, pour les restaurations collectives? Laurent, tu veux dire un truc là-dessus? Alors, c'est une très bonne question. Et effectivement, on y réfléchit. Je n'ai pas encore la réponse parce que c'est un sujet pas simple. Mais ça vaut pour le Nutri-Score également. Hein. Finalement, quand le consommateur choisit son produit dans son rayon, l'idée, c'est qu'à la fin, son caddie soit avec un bon Nutri-Score, et qu'il ait des produits avec du E, pourquoi pas, mais qu'à la fin, en moyenne, soit positif. Je ne sais pas encore comment ça peut être fait. Je pense que c'est un domaine de réflexion à mener. Effectivement, peut-être qu'il y a des outils à créer pour que, aujourd'hui, avec les applications mobiles, où le consommateur scanne tous ces produits, peut-être qu'à la fin, on pourrait imaginer dans ces applis des outils qui lui permettent de valider ce qu'il a acheté et d'avoir un bilan global moyen de ce qu'il mange. Mais en tout cas, en restauration collective, là, pour le coup, on peut faire ça. Donc, je dirais que si on commence déjà par ça, c'est très bien. Ouais, je veux juste rajouter, le problème, c'est que l'étiquetage, il est sur le produit. Et donc, du coup, on détermine le produit et pas le régime alimentaire. Et en fait, ça dénote beaucoup de la mentalité, voilà, et de la philosophie sur laquelle on est situé en ce moment. C'est très anglo-saxon. C'est-à-dire que la philosophie anglo-saxonne, c'est de dire que tous les produits doivent être bons et l'addition de que des bons produits va donner un bon régime. Mais la mentalité française, elle est plus, c'est-à-dire on peut manger du fromage, parce que le fromage, c'est que du gras, hein, mais donc c'est pas très bon. Mais si on le met dans un bon régime alimentaire, voilà. Donc ça, c'est le problème de l'étiquetage sur l'emballage. Mais comme l'a dit Shafik, maintenant, on a vraiment de nouveaux outils numériques qui peuvent permettre maintenant de se concentrer sur le régime et de s'éloigner de cette philosophie anglo-saxonne. Juste, Laurent, une question par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'expérience de recherche justement sur des indicateurs un peu agrégés à l'échelle d'un mois, d'une semaine, sur l'empreinte carbone ou nutritionnelle d'un régime? Ça n'existe pas à ce stade. Non, la dernière chose qu'on a faite, c'était jamais sur un mois. La plus grosse chose qu'on a faite, c'était sur 2 jours. En fait, on a fait une expérience où on demandait aux gens de décrire 2 journées alimentaires. Et ensuite, comme on est en expé, on peut un peu demander n'importe quoi. Et la chose qu'on a fait, c'est maintenant, vous devez réduire de 20% votre empreinte carbone. Et c'était très, très dur. C'était très, très dur. Il y a beaucoup de gens qui n'y arrivaient pas. Et pour y arriver, en fait, le meilleur moyen, c'était pas de faire des substitutions, mais de diminuer en quantité. Et comme on avait un seuil quand même on les obligeait quand même de faire un seuil de 1500 kilocalories, hein, ce qui est déjà pas énorme, et ben ceux qui étaient déjà à la limite, ils n'y arrivaient pas. Et juste, ils n'y arrivaient pas. Bonjour, une question sur l'initiative à Paris. Est-ce que les calculs ils prennent en compte les émissions indirectes, donc liées à des émissions de gaz à effet de serre de production agricole dans d'autres pays pour des produits qui seraient achetés par les cantines? Et si oui, du coup, est-ce qu'il y avait des leviers de réduction du côté de l'approvisionnement? Et troisième volet de ma question, savoir si la baisse d'émissions elle correspondait aussi à une baisse de budget pour les cantines ou c'était à iso-budget. Enfin voilà, est-ce qu'on avait des résultats sur l'enveloppe? Alors, pour la dernière question, non, on n'a pas fait cette étude-là, mais ce serait très intéressant de le savoir. Sur le temps qu'on a eu, normalement, les achats sont déjà pas mal... on peut le faire au bout de 1 an ou 2 ans pour faire le bilan. Donc non, on n'a pas l'impact sur le budget, mais ce serait très intéressant de le faire. Par rapport à votre question, est-ce que l'impact CO2 prend en compte les différences sur un même produit selon les modes de production? Alors, d'une manière directe, non, puisque dans les bases de données, on n'a pas forcément cette différenciation. Par contre, indirectement, comme je l'ai dit, dans l'outil, vous avez également la part d'achat durable. Et donc, si vous achetez une viande label rouge ou bio ou un légume, c'est valorisé. Et donc, ça fait partie des indicateurs qui suivent. D'ailleurs, dans la ville de Paris, il y a un objectif d'atteindre 50% d'aliments durables dans la restauration collective. Donc, ils ont cet indicateur déjà en tête. L'aspect local également, alors il ne rentrait pas forcément dans l'évaluation, mais ça faisait déjà partie des contraintes qui s'étaient fixées. Donc, je dirais qu'indirectement, oui, c'était pris en compte.
Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un peu complémentaire en fait, mais je vais vous demander peut-être de détailler. C'est très encourageant les résultats que vous avez présentés. J'ai l'impression que la baisse, elle est assez liée à la diminution du grammage de la viande, comme vous disiez. Enfin, en fait, la viande, bon, il y a un impact évidemment carbone qui est assez important. Et je voulais savoir un peu plus si vous aviez différencié selon les modes de production, aussi les modes d'élevage, parce que bon, on discute beaucoup justement des différences d'impact selon que ce soit l'élevage à l'herbe ou justement l'élevage à partir de soja ou autre. Et je pense que la peut être varié. Alors, le grammage, je l'ai donné comme exemple, mais ce n'est pas le seul paramètre qui a permis de diminuer. Il y a aussi des substitutions entre plats. Donc, il y a des plats qui sont plus impactants que d'autres selon leur constitution. Donc, c'est plus une approche globale sur telle ou telle fréquence. Par exemple, dans les recommandations nutritionnelles, il y a au moins 4 plats avec poisson, au moins 4 plats avec viande rouge, etc. Enfin voilà, le genre de choses sur 20 repas. Et donc des fois, ils en faisaient 5 ou 6 sur ces catégories-là. Il y avait pas forcément, c'était pas forcément obligatoire. Donc voilà, on s'est mis, je dirais, à l'optimisation des recommandations. Donc rien que ça, déjà, le fait de le mesurer permet d'optimiser de cette manière. Sur les différents modes d'élevage, aujourd'hui, on n'a pas de données chiffrées, malheureusement, pour pouvoir faire cette différenciation. Donc, on ne l'a pas intégré. Mais ça pourrait très bien se faire si demain, il y a des études scientifiques qui nous donnent ces chiffres-là. Donc voilà, c'est juste un manque de données actuellement. Est-ce qu'on a une dernière question? Et puis après, on va passer à l'autre. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question sur le 20%. Est-ce que vous pensez que la courbe va linéairement descendre dans ce sens-là? Et notamment, est-ce que vous pensez que les paramètres que vous avez mobilisés maintenant sont suffisants pour continuer cette progression? J'ai beaucoup de questions. Alors, je pense qu'on va atteindre à un moment une limite. Déjà, parce que comme je vous le disais, il y a des contraintes nutritionnelles qui font qu'aujourd'hui, il y a des règles, et donc il y a un certain nombre de plats qui sont imposés. Et donc, effectivement, on ne pourra pas aller au-delà si on ne change pas vraiment Enfin, il va falloir faire un peu plus de changements structurels pour aller au-delà des 20%. Mais je dirais que ça, c'est dans les années à venir un travail du politique, voilà, d'évolution aussi des modes de consommation. Donc, je pense que ça viendra. Mais déjà, si tout le monde fait 20%, voilà, dans les années à venir, ce sera très bien. Aller au-delà, je pense qu'effectivement, il va falloir faire plus de choses. Voilà, en l'état actuel, je pense qu'on a déjà pas mal optimisé. Merci Shafik et Laurent.